Michel. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la dédicace de La guerre d'Hollywood qui sort donc en livre et en DVD. Je voulais que vous m'en disiez un peu plus sur la genèse de ce projet. C'est un projet qui a mis 2 ans pour faire le livre et les films, mais en fait qui remonte à beaucoup plus longtemps, parce que j'avais fait beaucoup de films sur les États-Unis et l'histoire du cinéma aussi. Et donc j'étais familier depuis des années avec des archives que je savais rares, qui étaient peu montrées et que je trouvais formidables, quoi, qui racontaient magnifiquement l'époque. J'avais lu beaucoup aussi sur l'engagement des stars, notamment dans l'armée américaine, notamment dans l'aviation, comme James Stewart. Donc j'avais une vraie envie, depuis pas mal de temps, pas mal d'années, en fait, de développer ça un jour. Et puis voilà, il fallait juste avoir le temps. Et puis il y a 2 ans, j'ai senti que c'était ce projet-là. Et donc on l'a développé, on a été accueillis immédiatement à France Télévisions, ce qui était génial parce que c'est pas évident au jour d'aujourd'hui d'avoir une fenêtre d'environ 3 heures de programme sur un sujet personnel finalement. Et puis l'occasion aussi de pouvoir le décliner et d'aller plus loin dans l'aventure en développant également un ouvrage, un album de photos pour pouvoir permettre aux gens de passer du temps en fait avec des documents qui sont quand même, qui étaient pour moi absolument étonnants et que j'avais envie de partager. Donc voilà, la genèse, c'est véritablement ça. C'est la connaissance d'un fonds d'archives exceptionnel, d'une histoire peu racontée. Et je trouvais que c'était une façon, pour moi, originale d'aborder la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Merci. Donc La guerre d'Hollywood, c'est un ouvrage extrêmement riche qui aborde beaucoup d'axes. J'aimerais que vous me parliez un peu plus de l'engagement, puisque l'engagement est le fil conducteur du livre comme du DVD. Et pourriez-vous m'en dire un peu plus sur l'engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale? Oui, ce qui est très frappant, c'est la façon dont l'industrie du cinéma américain, dès les premiers jours de la guerre, s'engage massivement aux côtés du gouvernement. Et il y a un élan patriotique, mais il y a aussi des moyens incroyablement modernes et efficaces mis au service donc de Roosevelt et de son gouvernement pour relayer ses consignes et pour mobiliser la nation. Et notamment, un des grands axes, c'est la formation des troupes, qui est, peu de gens l'imaginent aujourd'hui, mais à partir du moment où le conflit éclate, on se retrouve sur 50 hommes engagés dans l'armée américaine et qui vont servir sous les drapeaux. Il y en a un seul qui est un soldat de métier. Donc il y a la nécessité en quelques mois de former une véritable armée et avec des compétences tout à fait spécifiques, notamment dans l'aviation. Et donc, il y a eu cette intelligence de mettre tout le savoir-faire hollywoodien au service de la formation des troupes. Et donc, vont être réalisés durant la guerre, notamment rien qu'avec ce qu'on appelle l'Army Pictorial Service, qui était à New York, à Long Island, dans l'État de New York. 1500 films de formation durant la guerre. Et à la First Motion Picture Unit, en Californie, il y a une unité hollywoodienne donc qui réalise tous les films pour l'US Air Force et elle développera 400 films de formation durant la Seconde Guerre mondiale pour l'US Air Force, former des équipages ou le personnel au sol. Donc l'engagement, la formation des troupes sont des axes abordés. Il y a également le moral. Oui, le moral des troupes, parce que ça c'est une donnée extraordinaire spécifique à Hollywood. Qu'est-ce qui fait que les films de propagande d'Hollywood sont extrêmement efficaces? C'est qu'il y a toujours la notion de entertainment. Il y a toujours la notion de divertir, d'émouvoir, de faire rire, de faire rêver. Et vous allez vous retrouver dans d'autres propagandes cinématographiques, notamment en Union soviétique ou ailleurs, avec des propagandes qui sont plus rigides, qui ne pensent pas en même temps à divertir le public et qui finalement peuvent se révéler beaucoup moins efficaces. La grande force d'Hollywood, c'est ça, c'est une usine à rêve avant tout, et donc c'est le pouvoir de comprendre le besoin de divertissement des spectateurs et le fait que d'offrir ce divertissement va rendre le message beaucoup plus efficace. Et donc oui, alors le moral des troupes sera évidemment une des préoccupations essentielles de l'industrie.
Et dans la production de longs métrages, on va leur donner, je crois que l'industrie va donner des dizaines de milliers de copies de films gratuitement, que ce soit en 16 ou en 35 mm, qui vont être acheminés sur tous les fronts. Et même les soldats sur le front, dans la jungle, que ce soit en Birmanie ou aux Philippines, recevront les films en avant-première, avant même le public américain, le grand public américain. Vous allez aussi avoir le déplacement d'artistes qui vont du gabarit, on va dire, de James Cagney, d'Edward G. Robinson, des grandes pin-up de l'époque, de Carol Landis, etc., qui vont être envoyés via un organisme, ce qu'on va appeler USO, l'United Services Organization, qui naîtra là et qui se poursuivra au Vietnam d'ailleurs et qui existe encore aujourd'hui. Et cet organisme a envoyé les plus grandes stars pour divertir les troupes au front et leur apporter du réconfort, du rire et du rêve. Outre les stars qui étaient donc engagées dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi de grands réalisateurs qui ont choisi de filmer le front. Oui, c'est-à-dire qu'il y a également il y a une tradition militaire aux États-Unis, une tradition patriotique poussée jusqu'à l'engagement sous les drapeaux, qui est très spécifique aux États-Unis. Et vous allez avoir des vedettes de premier plan qui vont s'engager et combattre, comme Tyrone Power, comme Clark Gable, comme James Stewart et beaucoup d'autres. Et vous allez également avoir des réalisateurs qui vont participer au combat, qui sur le front vont saisir en documentaire la réalité des combats. Et ce, sur tous les fronts. Et c'est une première, parce qu'en même temps, le phénomène sera tellement important que pour la première fois, un Oscar du film documentaire va être remis à partir de 1941. Voilà. Et la seconde année, les deux premiers primés ex aequo seront Frank Capra, avec une série de propagande qui s'appelle Pourquoi nous combattons, destinée à faire mesurer aux Américains, à la population américaine, pourquoi leurs fils sont sous les drapeaux. Et s'ils ne le sont pas, pourquoi est-ce qu'ils doivent s'engager. Et un autre film qui s'appelle La bataille de Midway, réalisé par John Ford, qui filme en direct les combats, la frappe aérienne japonaise sur l'atoll de Midway. Merci. Je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, je ne sais pas, c'est un peu délicat. De dire simplement que nous, pour reprendre un cliché, on a eu beaucoup de plaisir à le faire, donc on espère que vous aurez beaucoup de plaisir à le découvrir. Mais c'est un peu ça, parce que c'est vrai, quand on se penche sur Hollywood et la Seconde Guerre mondiale, on ouvre une boîte de Pandore avec des milliers de films et de visages qui, pour certains du public, sont familiers et ont un grand pouvoir nostalgique. Pour d'autres, sont des noms entendus, mais pas forcément sur lesquels on met pas forcément des visages. Mais en tout cas, quand on ouvre un petit peu cette boîte de Pandore, on découvre l'âge d'or d'Hollywood avec, je dirais, tout ce que ça peut révéler sur l'histoire de l'Amérique, sur l'histoire du cinéma, et en même temps nous faire découvrir quand même sous un angle original la réalité de la guerre, parce que c'est quand même la Seconde Guerre mondiale. Merci Michel. Je vais vous laisser rejoindre la table pour dédicacer le livre, donc La guerre d'Hollywood, aux éditions de La Martinière, ainsi que le DVD chez France Télé Distribution. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.